Salutations à toi, cher lecteur, et oui, j'ai encore changé d'angle de vidéo. De quoi? Ça te fait chier? Ah, merde. Non, en fait, je m'en bats les couilles. J'ai choisi de vous présenter pour ce deuxième épisode, Fort comme la mort, de Guy de Maupassant. Alors je vous vois venir, vous, bande de lycéens traumatisés par Pierre et Jean, mais non. Ce Maupassant-là n'est pas le Maupassant des contes normands ou de Boule de Suif, c'est le Maupassant baignant la destruction, l'amour et la mort. C'est beau, n'est-ce pas? En effet, dans ce livre, on suit Olivier Guertin, un jeune peintre en pleine ascension, connu pour son choix particulièrement strict dans ses sujets, dans ses portraits, et aussi pour sa débauche et ses relations particulièrement galantes qu'il a avec ses sujets. Et un jour, celui-ci rejoint la tout jeune mariée bourgeoise Anne de Guilleroi. Celle-ci lui demande donc de peindre un portrait d'elle, et celui-ci, enchanté par sa grande beauté, accepte. Ainsi, pendant plusieurs semaines, Anne de Guilleroi vient donc presque tous les jours dans cet atelier parisien, et se fait donc faire le portrait par Olivier Guertin. Ils en profitent donc pour discuter et commencent même à s'apprécier, à devenir amis, et même plus. Après ce passage, l'histoire reprend 12 ans plus tard. Olivier Guertin est devenu un ami de la famille, un ami du mari, et surtout, est devenu l'amant d'Anne de Guilleroi. On apprend donc que celui-ci vient donc presque tous les jours dans la famille des Guilleroi, croise le mari tous les jours, et amant avec sa femme. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il fait cocu le mari depuis 12 ans. C'est-à-dire que le mari, il le voit tous les jours dans sa maison, quand il part au travail, il le laisse. Mais tranquille, non, c'est un ami. Non, tranquille. On observe cependant une divergence par rapport à l'amour qu'il porte à l'autre. En effet, Olivier Guertin a un amour plutôt calme, plutôt serein, tandis que Anne, quant à elle, est un peu plus jalouse et porte un amour, disons, un peu plus à vif. Après diverses scènes galantes, on observe enfin l'arrivée d'un élément perturbateur. Le retour de sa fille Annette, non, pas celle-là, Annette de la campagne. Celle-ci a donc 18 ans et fascine la bourgeoisie parisienne de par sa ressemblance avec sa mère quand elle était jeune. En effet, cette comparaison ne sied pas vraiment à Annie. Celle-ci commence à se rendre compte qu'elle vieillit et commence peu à peu à ressentir le poids de l'âge sur ses épaules. Mais celle-ci craint surtout le changement de vision qu'a Olivier sur elle. Elle pense que par son vieillissement, celui-ci commence à se désintéresser d'elle, mais surtout commence à s'intéresser principalement à sa fille. Et là naît le cœur même du livre, c'est-à-dire la divergence entre le point de vue d'Annie, qui elle considère que Olivier Guertin commence à devenir amoureux de sa fille, et Olivier Guertin qui lui considère qu'il est toujours amoureux de la mère et qu'il préfère la mère de par son expérience et de par son vécu. Ainsi, après plusieurs scènes de divergence, de débat entre eux, Guertin propose à Annette de venir dans son atelier pour que celui-ci réalise un portrait d'elle. Ainsi, cela se passe comme avec sa mère, c'est-à-dire que la jeune fille vient presque tous les jours pendant plusieurs semaines chez le peintre, et celui-ci, après avoir fini de réaliser son portrait, le regarde et se rend compte d'une chose, c'est qu'il n'a pas peint la jeune fille, mais qu'il a peint la fille qu'il aime depuis 12 ans. Celle qui est son amante, celle qui est sa confidente, et là il se rend compte que Annie avait raison. Il se rend compte qu'il a un amour plutôt naissant et grandissant pour la jeune fille, et qu'il n'aime plus non pas la femme, mais la fille, parce que la fille reflète ce qu'a été la femme. Ce livre m'a foutu une claque. Il est vrai que j'apprécie pas forcément les livres où il y a un bon nombre de scènes bourgeoises et galantes, et même Maupassant n'est pas forcément mon auteur préféré. Cependant, celui-ci donne une telle profondeur au récit, et même une telle profondeur à ses personnages, que ces quelques scènes galantes, ces quelques scènes bourgeoises passent inaperçues et se lisent toutes seules tellement on a envie de retourner au dialogue qu'il y a entre ces deux personnages. Je dois avouer qu'au début, on a plutôt tendance à s'attacher à Annie. En effet, celle-ci est en pleine dépression, on commence à éprouver de la pitié et elle dégage un fort sentiment pathétique, et on commence alors à plonger avec elle dans son tourbillon de désespoir, dans ses larmes sentimentales, et son état sentimental déteint sur nous. On commence à avoir une certaine haine pour Olivier Guertin,
à commencer à le haïr, à commencer même à haïr notre propre fille. Mais petit à petit, notre ressentiment par rapport à Olivier Bertin change. Celui-ci commence à éprouver des regrets, des remords, et on commence petit à petit à avoir plus pitié de lui que de Guilleroi. En effet, celui-ci est gêné d'éprouver des sentiments pour une fille de 18 ans alors qu'il en a plus de 60, mais surtout il n'en revient pas de commencer à aimer une jeune fille alors que pendant plus de 12 ans il a aimé une femme. Cette même femme qui ne lui a jamais dit je t'aime alors que lui tous les jours le lui disait. Cette même femme qui le considérait plus qu'un amant comme un mari alors que c'est lui qui voulait devenir son mari. Et là, on commence à éprouver un certain sentiment de remords par rapport à notre haine passée pour Olivier Bertin. On commence à percevoir sa propre souffrance, son pessimisme par rapport à la vie. Et c'est là où Maupassant est reconnaissable. C'est par la très très forte présence de pessimisme dans son livre. On observe rapidement la volonté de Maupassant d'annihiler tous ces sentiments qui sont pour lui destructeurs. L'amour, le remords. On ne ressort pas indemne de cette lecture. Non. On éprouve une très forte mélancolie et un très fort pessimisme par rapport aux relations, notamment amoureuses, que l'on pourrait avoir avec diverses personnes. Et cela nous permet de construire un certain portrait psychologique de l'auteur. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant, c'est-à-dire qu'en lisant ce livre, on se rend compte que l'auteur a mis une part de lui dans ce livre. Et ainsi, on peut se rendre compte de la vision de laquelle avait l'auteur sur ses sentiments. Je vous conseille donc de lire ce livre. Ce n'est pas un Maupassant comme les autres, et c'est pour moi justement pour cela qu'il doit se trouver dans une bibliothèque, c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie d'une œuvre constante, mais il fait partie d'OVNI dans l'œuvre de Maupassant. Pour ma part, je félicite celui qui a choisi l'illustration en première de couverture pour mon livre. Il me semble que c'est la peinture de Degas, c'est Le Peintre et le Pantin. Et je trouve que c'est particulièrement d'à propos avec ce livre. Bien, j'espère que ça vous a plu, que vous ne partirez plus en courant à chaque fois que vous entendrez le nom de Maupassant. Au passage, j'ai vu qu'on était presque bientôt au 100 sur la page. 100, Maupassant. Et ça me fait particulièrement plaisir, genre vraiment. Et pour vous remercier, j'ai un cadeau. J'ai créé une page Facebook, la bibliothèque ultime. Le lien va se mettre par là, là peut-être. Je sais que vous êtes contents. Ça vous fait plaisir, hein, une page Facebook. C'est bien comme cadeau, n'est-ce pas? Je t'invite donc à venir sur cette page, à l'aimer, pour que nous puissions, toi et moi, converser ensemble, débattre, échanger nos idées. Et je t'invite même à aimer cette vidéo, à la commenter pour me dire ce que tu as pensé du livre si tu l'as lu, à me dire si tu as aimé ou si tu n'as pas aimé, mais je préfère que tu me dises ce que tu as aimé, et à partager cette vidéo. Et même, dans l'enchaînement des choses, à t'abonner. Voilà, c'est plutôt cool, on est pas mal. Plus on est nombreux, plus on rit. C'est pas ça le dicton, mais c'est pas grave. Et donc voilà. Tchuss.